Au sommaire de cette édition, l'Angola va tourner samedi prochain la dernière page de l'ère dos Santos. L'ancien président prend en effet sa retraite politique définitive. Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite à la présidentielle au Brésil, s'est exprimé depuis son lit d'hôpital après avoir été poignardé ce jeudi en pleine campagne par un ancien militant de gauche. Et puis le président américain Donald Trump a appelé, le New York Times a révélé le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En Angola, l'ex-président José Eduardo dos Santos prend samedi prochain sa retraite politique définitive et ce, en cédant la direction du parti au pouvoir à son successeur à la tête du pays, João Lourenço. À la fin d'un règne absolu entamé en 1979, l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, malade, avait exprimé le souhait de quitter le pouvoir en douceur. À cet effet, il n'a pas sollicité, il y a un an, le renouvellement de son mandat de chef d'État et transmis le témoin à son ex-ministre de la Défense, João Lourenço. Prudent, il avait toutefois gardé la direction du tout-puissant mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, véritable siège du pouvoir. Samedi prochain, le camarade numéro 1, âgé de 76 ans, qui prend sa retraite politique définitive, va également rendre au président João Lourenço les clés du parti réuni en congrès extraordinaire. Depuis son élection, João Lourenço a multiplié les réformes, notamment du secteur pétrolier, et tenté de rassurer les investisseurs étrangers. Mais sa tâche reste immense à la tête de l'Angola. L'Algérie se prépare à tenir la présidentielle prévue en avril 2019. Dans ce cadre, la principale organisation patronale algérienne a appelé le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. La question d'une nouvelle candidature du chef de l'État algérien fait l'objet de nombreuses spéculations dans le pays à moins de 8 mois de l'élection présidentielle. Âgé de 81 ans et affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, Abdelaziz Bouteflika n'a jusqu'ici pas fait part de ses intentions. Au pouvoir depuis 1999, il est détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie. L'accident qu'il a eu en 2013 a affecté son élocution et sa motricité. Mais tout ceci, aux yeux du Forum des chefs d'entreprise, n'est pas un handicap. Il appelle avec sincérité, respect et déférence le président à poursuivre son œuvre en se présentant à l'élection présidentielle de 2019. Un communiqué comportant l'information a été publié à l'issue du conseil exécutif de l'organisation patronale algérienne. Le même communiqué indique que l'organisation s'engage à tout mettre en œuvre pour réussir, sous la haute gouvernance du président, le pari d'un développement national solidaire pour le progrès et la prospérité. Il faut dire que les appels du camp présidentiel à une nouvelle candidature de Bouteflika se multiplient depuis avril. Pour l'instant, les opposants à un nouveau mandat du président sont peu audibles. Si les candidats, même handicapés, la victoire ne devrait pas échapper à celui qui est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale post-guerre civile. Allons cette fois-ci au Bénin où chaque année, les populations de plusieurs régions subissent les affres de la crue durant la petite saison des pluies. Cette fois, la commune d'Atiémé s'est préparée en conséquence. État de veille et prévention sont de mise. C'est le début de la petite saison pluvieuse au Bénin. Déjà, la crue fait parler d'elle dans plusieurs départements. Dans le nord, la situation est déjà à la base de nombreux sinistres. Le fleuve Niger est sorti de son lit, envahissant des centaines d'hectares de cultures. Au sud du Bénin, la commune d'Atiémé est citée en exemple pour son efficacité en matière de veille et de prévention. Nous sommes nés à côté de l'eau. Et par la grâce des autorités, surtout de l'ANPC, on nous a éduqués, au lieu de nous plaindre chaque fois qu'il y a inondation, d'apprendre à nous adapter. Et les prévisions, nous suivons les prévisions astrologiques. Nous sommes en contact avec le barrage hydroélectrique de l'Agbeto
C'est eux qui font aussi les lâchers d'eau. Et nous sommes en contact avec tout ce monde-là. Et nous sensibilisons aussi nos populations dans la période, quand la période s'approche, nous sensibilisons aussi nos populations. Ici, le fleuve Mono commence à monter. Pour la surveillance, l'Agence nationale de la protection civile y a mis un dispositif. Nous avons les échelles qui sont installées dans le fleuve pour permettre de suivre la montée des eaux. C'est des échelles millimétriques qui permettent à des niveaux donnés de dire quelle est la situation des risques, quel est le risque au niveau des populations qui sont le long de ce fleuve-là. D'hier à aujourd'hui, on a constaté une montée du niveau de l'eau de 4,8 mètres. On est déjà en train de fermer 5,2 mètres, ce qui montre quand même que le niveau d'eau est en train vraiment de s'élever. Et je disais aussi que ce niveau d'eau, à cette étape-là, c'est que nous sommes encore dans le vert. Et de 0 mètre jusqu'à 5,75 mètres, nous sommes dans le vert, puisque chaque bassin a sa classification en fonction du niveau de l'eau. Donc nous sommes encore dans le vert. La saison n'étant qu'à son début, les autorités et populations d'Atiémè optent pour un état de veille permanente. Je le disais en titre, au Brésil, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle d'octobre prochain, a été opéré d'urgence ce jeudi. Il a été poignardé en pleine campagne par un ancien militant de gauche. C'est en pleine campagne à 3 heures de route de Rio de Janeiro que le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle le mois prochain, a été agressé. Après avoir subi une opération, celui qui obtient le plus d'intentions de vote le 7 octobre prochain, selon le dernier sondage, s'est exprimé depuis son lit d'hôpital. Nous avons tous une mission sur Terre et cette mission sera accomplie par moi, par vous ou par quiconque au moment voulu par Dieu. Je me suis préparé à un moment comme celui-ci parce qu'on court des risques. Est-ce que l'humanité est si mauvaise? Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'étais très inquiet parce que ça ressemblait à un coup dans l'estomac ou une balle de foot. La douleur était insupportable et j'ai vraiment cru que quelque chose de grave était arrivé. Selon un rapport préliminaire de la police militaire, l'homme qui a poignardé ce jeudi le candidat d'extrême droite a dit avoir agi pour raisons personnelles et sur l'ordre de Dieu. Le président Michel Temer et les candidats à la présidentielle ont rapidement condamné l'attaque contre le député d'extrême droite. Dans un climat de suspicion et de paranoïa à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a appelé, le New York Times a révélé le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant son comportement erratique. C'était lors d'un meeting de campagne à Billings, dans le Montana. On le suit. Le New York va faire faillite. Ils vont tous faire faillite. CNN va faire faillite. Ils y sont presque. Si vous regardez leur audience. Le dernier acte de résistance en date est la tribune dans le New York Times en faillite par un lâche anonyme sans courage. Personne ne sait qui il ou elle est, mais s'ils ont mis « il », avec un peu de changement pour protéger son identité, ça veut dire elle. Mais pour la sauvegarde de notre sécurité nationale, le New York Times devrait publier son nom immédiatement. Je pense que les journalistes devraient se mettre au travail et mener l'enquête sur son identité. Ça, ce serait un bon scoop. Ce journal se poursuit. Nouvelle évacuation du campement de migrants de Grande-Sainte dans le nord de la France. Environ 500 à 800 personnes y vivaient. Les détails. C'est sur ce site, entre autoroutes et chemins de fer, que se sont concentrés les migrants. Selon la mairie, il serait 650 à y vivre pour un total de 800 sur la commune de Grande-Sainte. Accompagnés d'agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
Certains ont été dirigés vers des centres d'orientation de la région et d'autres vers des commissariats pour examen de situation. Vous l'avez vu, c'est une route qui est assez passante. Il y a une voie ferrée à côté. Tant pour les usagers de la route, pour les usagers du rail, que pour les migrants eux-mêmes, la sécurité n'était pas respectée. On est présent pour la mise à l'abri des personnes vulnérables, donc toutes les familles qui sont présentes, les mineurs isolés, on les accompagne pour la montée dans les bus et on les repartit sur les différentes structures du département, voire là aujourd'hui de la région. Ça se passe comment? Très bien, dans le calme, comme vous avez pu le voir. Ceux qui souhaitent faire une demande d'asile vont être orientés vers des centres d'accueil et d'examen des situations. Les campements de Grande-Synthe sont régulièrement évacués par les autorités, mais ceci n'empêche pas de nouveaux afflux. Recrudescence des violences sexuelles en France. Le ministre de l'Intérieur tire la sonnette d'alarme. Le nombre des cas enregistrés par les forces de sécurité a bondi depuis le début de l'année. On parle d'une hausse de 23,1% sur les 7 premiers mois. Le ministre de l'Intérieur français est monté au créneau jeudi via une conférence de presse. Gérard Collomb, évoquant un mouvement de libération de la parole, a fourni des chiffres inquiétants. En effet, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 27 728 faits de violences sexuelles contre 22 533 au cours des 7 premiers mois de 2017. Ce qui signifie que depuis le début de l'année, ils ont notamment enregistré 3 357 faits de harcèlement sexuel de plus qu'en 2017. Et nous allons lancer au mois d'octobre prochain une plateforme de signalement de ces violences sexuelles et sexistes, de manière à ce que les femmes qui sont victimes de tels faits puissent plus facilement les signaler. La femme, par le passé, qui était victime de violences, avait un peu honte de cette violence familiale. Et donc, elle ne portait pas plainte. Et c'est clair qu'un mouvement comme celui que nous avons connu permet de faire que, parce qu'un certain nombre de femmes éminentes ont pu dire qu'elles avaient été l'objet de violences sexuelles et sexistes, par exemple, ça libère la parole. Les accusations de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol qui ont visé le producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017 ont déclenché un vaste mouvement anti-harcèlement dénommé MeToo dans le monde. Ce mouvement a fait chuter des dizaines d'hommes de pouvoir accusés d'abus sexuels dans tous les milieux. Et puis, des Égyptiens du Caire réagissent au conflit qui oppose le populaire joueur de football Mohamed Salah et la fédération égyptienne. La fédération a été accusée à plusieurs reprises d'avoir illégitimement exploité le visage de Salah à des fins commerciales sans son autorisation. La fédération de football agit dans son propre intérêt. Comme tout ce qu'ils font, ils ont retourné le problème à leur avantage pour se faire de l'argent. L'objectif est de faire taire Mohamed Salah, comme ils veulent étouffer tout le reste. Au lieu d'essayer de résoudre le problème, ils veulent exploiter Mohamed Salah et se faire de l'argent. Salah a des exigences, même si elles sont un peu élevées. Mais de notre côté, il a créé un boom touristique que nous ne pouvions espérer. C'est déjà beaucoup que le nom de l'Égypte soit devenu connu dans le monde entier. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l'Égypte. Salah a apporté une révolution. Essayons-nous d'en tirer parti en faisant un mauvais usage? La popularité de Mohamed Salah a baissé parmi les Égyptiens à cause des propos tenus par son avocat. Salah devrait se prononcer contre son avocat pour regagner en popularité. Nous aimons tous Mohamed Salah et quand nous voyons un Égyptien aimé de tous encourager son avocat à offenser le pays, alors il sera détesté. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.